Si tu étais un coach, Tu me demandes ça C'était juste pour te rappeler des petits souvenirs. t'en as des nouveaux là? J'en ai nouveau, j'ai du Greg Patate, j'ai du Jacques Brunel. Une grecque patate, ça donne quoi? Ben Greg, si tu veux, il a la voix un peu comme ça, qui part en couille, hein. Et c'est toujours bizarre, tu vois. Et comme je l'ai connu à Perpignan, et comme je faisait un truc, c'est tout le temps « Ah, parfait! Ah, sœur, tu vas bien plaqué! Hein, tu vois. Un peu comme ça, quoi. Très, très musical, ça monte, ça descend. Et ça me faisait penser un peu au Brame du Cerf, tu vois, que j'allais écouter avec mon père quand j'étais jeune. Ah, Et Jacques Brunel que tu as eu ici à l'UBB? Ouais, Jacques, c'était plus comme ça, tu vois, un peu plus. Il parlait dans sa moustache, quoi. Tu sais. Là, viens me voir, là. Arrête un peu de faire le con, hein, s'il te plaît. Hein? Parce qu'après, sur le terrain, bon. Ça, c'est comme ça, quoi. Que j'embrasse d'ailleurs. One, two, trio. Nance du coin, donc on se retrouve dans le studio sur ton fauteuil royal. Oui, c'est. Sur mon trône. Donc le principe est simple, Nance, tu sais, on va prendre le temps de discuter parce que One Two Trio c'est un peu des entretiens sans regarder le chrono et puis de temps en temps on s'arrêtera pour des questionnaires rapides. Juste toi, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu dirais en quelques mots? Nance du coin, je suis originaire des Hautes-Pyrénées dans le 65 où je suis né, où j'ai grandi et j'ai passé jusqu'à mes 15 ans où je faisais beaucoup de ski et ensuite je me suis mis au rugby, d'abord à Saint-Lary, au COS, ensuite à Lannemezan et ensuite après mes années lycée je suis parti à Bayonne, à l'Aviron Bayonnais où j'ai fait 4 ans en parallèle de mes études. Et ensuite, je suis parti à Perpignan aussi pour le rugby et pour poursuivre mes études. Et pour atterrir enfin à Bordeaux, j'y suis depuis 10 ans. Donc voilà, j'ai fait un peu l'essuie-glace, mais je suis sorti de ma vallée d'or. Je suis cher à mes racines, je n'oublie pas d'où je viens, mais je suis quand même content de m'être émancipé. Voilà, voilà aujourd'hui où j'en suis. Sur un trône. Sur un petit trône, voilà. Voilà, mais bon, Léger, modeste, mais j'y suis bien. J'en demande pas plus. Bon, tu as quand même annoncé récemment que tu allais prendre ta retraite, pardon. Une annonce un peu scénarisée avec Fabien Galtier qui expliquait que ta décision un peu rebattait les cartes par rapport à sa sélection. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es le premier responsable de la défaite contre l'Angleterre? D'une certaine manière. Forcément, il y a beaucoup de monde qui me fait porter le chapeau, mais voilà, c'est ma décision, je crois qu'on doit l'accepter, la respecter. Moi, j'ai un corps maintenant où j'ai quand même tous les boulons qui commencent un peu à trembler. Donc même Fabien m'a dit oui, je pense qu'à la cloche-pied, tu peux faire du bien. Bon, c'est un débat sans fin, j'ai pris ma décision. Voilà, je ne pense pas être responsable de cette défaite dans le crunch, en tout cas. Ouais. J'espère que le grand public ne le pense pas. Oui, enfin si tu avais été là, ça n'aurait pas perdu. Évidemment. Non, mais attendez, messieurs. Vous êtes sérieux, là? Vous m'avez vraiment convoqué pour ça? Pour me ronger encore? Non, non, non et non. Laurent, je prends ma retraite à la fin de la saison. Fabien, c'est avec effet immédiat, je prends ma retraite internationale. Ok, alors je sais, alors vous allez me dire, oui, même Nance, même en pantoufle, t'es meilleur que les Bielbarré, Penaud, Buros et Tutti Quanti. C'est bon, stop. Je ferme le rideau, double tour, t'es sous la porte. Et ta décision, je l'accepte. Enfin, je trouve que ces derniers temps, tu revenais plutôt bien, et puis... on n'est qu'à 2 ans de la Coupe du Monde. T'en penses quoi, Fabien? Nance, regarde-moi dans les yeux. Là, tu m'annonces ça 15 jours avant France-Galles. Donc déjà, il faut qu'on revoie tous nos plans pour le tournoi de destination 2025. Où toi, tu es quand même très important dans la construction de notre équipe. Eh bien, ça va être dur, ça va être dur. Merci pour ce que tu lègues au rugby français, et je le dirais même plus, au rugby mondial. Je dois accepter ta décision. Te remercier pour tout ce que tu as donné à l'UBB, pour ces belles années, d'avoir fait chanter Chaban. Je retiendrai tes fulgurances et tes plaquages dévastateurs. Merci. Avec plaisir, messieurs. Ce fut un honneur. Oula. Oula. Finalement, il a peut-être pris la bonne décision quand même. Je crois que je le voyais un peu trop beau. Je le voyais pas aussi rouillé, le type. En tout cas, il faudra bien l'accompagner. Hein, le moment. Ne le laissez pas tomber. La pirouette et la facétie, tout ce qu'on a vu et qui a buzzé sur les réseaux, elle cache quoi? De l'amertume, de 33 ans, tu t'espérais aller un peu plus loin?
On espère toujours évidemment continuer à jouer le plus longtemps possible. Mais pour être sérieux, vraiment, je trouve que c'est de plus en plus exigeant pour moi et physiquement, quand tu te lèves le matin, que tu as mal au tendon, tu as le genou qui gonfle, que tu as du mal à mettre le tracteur en route le matin, voilà, c'est autant de choses qui me font penser que j'ai pris la bonne décision. Je ne l'ai pas pris sur un coup de tête, je l'ai quand même mûri et réfléchi. Déjà, j'hésitais à faire cette dernière, mais j'avais quand même très envie, donc je voulais finir sur cette note-là. Voilà, j'avais pas envie de regretter, je le sentais comme ça, donc je l'ai fait. Bon, forcé de constater que c'est un petit peu compliqué encore physiquement, mais je me régale toujours autant, j'ai jamais triché, et même si je prends des gamelles et des rechutes à répétition, mais j'essaie de me relever toujours avec la banane, et voilà, et j'espère évidemment une belle sortie pour ensuite tourner la page. Mais toutes ces petites fragilités musculaires là, qui t'ont embêté depuis un an, et puis même là depuis ta reprise en janvier 2025, est-ce que tu les expliques? Est-ce que tu cherches si c'est l'alimentation, le sommeil, enfin tous ces petits trucs-là qui, j'imagine, parce que derrière le côté déconneur, il y a aussi le grand pro que tu es. Alors déjà, si c'était que depuis un an que ça m'embêtait, j'en serais déjà content. Mais honnêtement, ça fait depuis que j'ai 18 ans et mon premier claquage à l'ischio, d'ailleurs à l'aviron bayonnais. Non, j'étais quand même pas mal embêté toute ma carrière par les pépins musculaires, surtout sur les membres inférieurs. Donc j'ai varié les plaisirs, les mollets, les ischios, les quadriceps. Et évidemment que pendant longtemps j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai vu énormément de monde, comme tu dis, voilà, même si j'ai ce côté jovial, mais j'essaie quand même d'avoir une rigueur et de comprendre d'où ça vient. Donc honnêtement, je vais pas te faire la liste de tous les praticiens et les gens que j'ai vus, parce que j'en aurai pour l'après-midi. Mais évidemment que j'ai fait beaucoup de choses. D'ailleurs, tu es recherché par la Sécu. Hein. Ouais. Avant l'an prochain, 15 de la Sécu, je suis titulaire capitaine, je pense. Et donc du coup, non, j'ai fait quand même beaucoup de choses pour essayer de m'en sortir, avec plus ou moins de réussite. Parfois ça a marché sur des périodes, d'autres un peu moins. Mais si tu veux, ce qui est dur, c'est quand tu as l'impression de tout mettre en œuvre pour que ça réussisse. Je dis pas que j'ai été irréprochable toute ma carrière, mais je l'ai compris, voilà, en arrivant vers la trentaine, qu'il fallait que je sois bien plus sérieux. Et voilà, j'avais l'impression de tout faire pour, et j'ai encore l'impression. Et quand ça marche pas, il y a un côté un peu démoralisant parfois, où tu te dis bon, mais je fais tout, mais autant tenter tout l'inverse, ou essayer de voilà. Donc c'est assez compliqué aussi à jongler mentalement quand t'as rien qui t'a sauvé entre guillemets de tous ces pépins musculaires. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant. Tu nous as déjà déroulé ton CV en introduction, mais on va quand même prendre le temps d'approfondir. Et donc on commence par un petit questionnaire, qui s'appelle un questionnaire de sport. Ok. Voilà, façon questionnaire de Proust. Si tu étais un sport. Si j'étais un sport, la danse. La danse, j'adore. Alors je suis pitoyable, attention, mais j'adore danser, j'adore la musique. Je trouve que ça met de bonne humeur, ça te lance les journées, même tu vois dans un groupe et tout ça. Ouais, j'aime bien. Donc évidemment progresser, mais j'aime bien. Si tu étais un champion. Un champion, je dirais. On va pas rester que sur le rugby, non, François? C'est trop simple. Je dirais Tony Parker. J'aime beaucoup le gars, ce qu'il a réalisé en tant que sportif, ce qu'il réalise maintenant en tant qu'entrepreneur. Et tout ça à la cool, en mode basketteur, sérieux sans se prendre au sérieux, j'aime bien ce côté-là. Si tu étais un coach. Tu me demandes ça C'était juste pour te rappeler des petits souvenirs. Non, si j'étais un coach, je dirais Guy Noves. Parce que déjà, il me fait penser un peu à mon père. Et en plus, c'est lui qui m'a quand même sélectionné sur les seules sélections d'équipe de France. Donc 4, hein. Ouais. Donc j'ai un profond respect pour le personnage, donc je dirais Guy Noves. Pourtant, c'était pas le plus drôle. Non, mais bon, je lui demandais pas d'être drôle, moi, quand il m'a sélectionné. Ouais. Non, mais voilà, c'était un mec assez dur et assez distant aussi avec lui. Mais bon, on a un rapport quand même assez particulier, donc... D'accord. Si tu étais un président de club. Là, je suis obligé de rester à l'UBB, et je dirais Laurent Merty. C'est la classe. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, donc je dirais Laurent Merty. Ouais. Bon acteur, hein, tu l'as amené sur pas mal de petites vidéos. Là. Bah écoute, à chaque fois c'est une prise, c'est nickel. Ouais. Très très professionnel. Il a plus d'une corde à son arc, M. Merty. Si tu étais un club. Si j'étais un club... forcément
solution de facilité de dire, serait de dire l'UBB, parce que ça fait 10 ans que je suis là. l'UBB. Ah, ok. À part l'UBB, qu'est-ce que je dirais comme club? On peut partir dans tous les sports. Ah bah, où tu veux. Qu'est-ce que je dirais? J'en sais rien, pour un club de pétanque. Là, je dirais la boule béglaise. J'adore ça depuis tout petit. Donc. Je sais que tu imitais bien le président de la boule béglaise. Oui, exact. Hein? Que je n'ai jamais connu d'ailleurs, je l'imitais sans savoir. Si tu étais un stade? J'étais un stade, mis à part, toujours pareil, chez la bande des masques que je porte dans mon cœur, je dirais quand même le Vélodrome, qui je trouve c'est un des plus beaux stades de France, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'y aller, il m'a toujours impressionné. D'accord, même dans les moments difficiles. Évidemment, ça reste. Ma dernière fois où j'y étais, ça reste pas un super souvenir, mais en tout cas, si tu me parles que de stade et d'infrastructures pures, c'est quand même le Vélodrome. Voilà, la finale 2024 était au Vélodrome, on le rappelle, ça s'était pas bien passé pour l'UBB et les copains de Nantes. Besoin de rappeler, je crois. Non. Ouais. Si tu étais une émotion de sport? Je dirais la joie. Parce que la joie, que ce soit dans tous les sports, quand tu marques ou que tu gagnes, c'est génial. Ce sentiment d'adrénaline un peu, soit sur un but, un essai, n'importe quoi. Quand tu fais quelque chose de victorieux, on va dire, je trouve que ce sentiment de joie, il est quand même très agréable, et c'est peut-être ça qui manquera le plus à l'après-carrière. Si comme ça, spontanément, je te demande quelle joie ta mémoire retient, un moment, un truc, c'est quoi? Évidemment qu'il y en a beaucoup. Comme ça, spontanément, je dirais mon premier match avec l'UBB en titulaire en top 14 à Clermont, où à l'époque j'avais encore un petit peu de patte, et je marque un essai sur un de mes premiers ballons de 80 mètres. Et donc là, je me souviens que j'ai eu une explosion de joie, je savais plus où j'habitais, j'étais comme un gosse dans ce stade un peu mythique qu'est Michelin. Ouais. Donc c'est quoi, 2015, 2016 2015, ouais. D'accord. Oui, à un moment où le club n'était pas au niveau où il est aujourd'hui. C'est-à-dire il faisait partie des... On essayait d'accrocher les places qualificatives. Plutôt ventre mou. C'est ça. Voilà. Si tu étais un événement de sport? Un événement de sport, je dirais Roland Garros. Tiens. Roland Garros, parce que j'ai toujours suivi ça depuis tout petit. C'est la bonne période, il fait bon, c'est assez classe. Gros tournoi, il y a toujours des belles affiches, je sais pas, j'aime bien, terre battue, quelque chose qui me plaît là-dedans. Et c'est marrant parce qu'il n'y a aucun... le questionnaire se termine et il n'y a aucune allusion au ski. Le ski, ça a quand même été un rêve de gosse, enfin une pratique et un rêve de gosse quand même, tu étais à un bon niveau en ski. Oui, c'est vrai que j'en faisais beaucoup de mes 2 à mes 15 ans. Peut-être trop depuis tout jeune parce que c'était même en période scolaire, c'était le mercredi, le samedi et dimanche. J'ai toujours été en section ski, toutes mes vacances c'était tous les jours, on partait aussi l'été dans les Alpes. Et peut-être qu'à force j'ai peut-être fait une overdose, même si j'adore ça. Ce côté un peu individualiste aussi de la performance, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait glisser vers le rugby, de partager les défaites, les victoires, d'avoir ce côté un peu groupe. Qui m'a fait aimer ça. Ça n'existe pas dans le ski, même quand on est dans un club? Ouais, si. Parce que toi, tu étais au club de Saint-Lary? Ouais, on était au ski club de Saint-Lary, bien sûr que j'avais les copains, j'ai encore quelques connaissances, mais si tu veux, quand on vient lors de la compétition, il n'y a plus de copains, et c'est toujours quand même un peu de rivalité, tu vois, c'est pas... J'ai pas envie de dire que c'est le bal des faux culs, mais si tu peux enterrer l'autre, alors qu'au rugby, quand tu es vraiment dans les mêmes équipes, il n'y a pas ce côté-là. Mais évidemment que le ski fait partie intégrante de ma vie, et je prends plaisir toujours à retourner dans mes montagnes, pas à chausser les skis parce que malheureusement si je le fais, déjà que je me pète, ça risque d'être compliqué. Ouais, ça veut dire que t'as quasiment failli basculer dans une carrière de ski quand même. Je crois que tu devais aller dans les Alpes. Ouais, ils me proposaient un pour les sports ski dans les Alpes à la sortie du collège. Ouais. Mais n'ayant jamais quitté ma vallée d'or à cette époque-là, très proche de ma famille, de mes copains, ça me faisait un peu peur quand même de quitter le nid. J'étais bien, tu vois, maman qui me dorlotait. J'étais bien dans mon petit confort, donc du coup, c'est là où j'ai basculé vers le rugby, tout en restant pas loin de ma maison. Basus-Or. Basus-Or. Voilà. Exactement. Voilà. 135 habitants. Pas du tout, à 1h30 de Pau. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Ouais. Voilà. À côté du plateau de la Meusin, là au bout de... Voilà. Entre Saint-Lary et Haro, pour les cyclistes. Peut-être ça leur donnera des repères. Ça veut dire que quand tu étais pro de rugby, là, puisqu'on peut dire, on se projette sur le fait que tu arrêtes bientôt, mais jamais tu es allé faire du ski sur les périodes de compétition et tout? Non, jamais. Jamais? Jamais.
Jamais, parce que déjà le calendrier il est quand même infernal en top 14. Et les seuls moments où on peut rentrer, c'est à Noël ou à l'intersaison. L'intersaison, il n'y a plus trop de neige, donc on n'était pas tenté. Mais à Noël, on a 2-3 jours et forcément on profite de la famille. Et parfois, même si les conditions étaient splendides, ça démangeait. Mais je te dis, comme j'étais quand même déjà assez fragile, je me suis dit, je ne vais pas me rajouter des bâtons dans les roues, quoi. Et ça, c'est pas un manque par rapport à cette sensation de glisse là, qui t'a accompagné toute ta jeunesse, tout ce plaisir, parce que c'est quand même un plaisir, le ski qui arrive en plus très vite et très facilement quand on est jeune et pas forcément... quand on débute même, voilà, ça t'a jamais manqué? Ça m'a manqué, mais ça n'a jamais été non plus insurmontable, puisque voilà, je savais que en rentrant dans le rugby, après quand à 22 ans je commençais à toucher mon rêve aussi, je voulais faire un sport à haut niveau tel qu'il soit. C'était pas le ski, bon, mais ça a été le rugby et j'en suis très content. Mais je savais que c'était antinomique de concilier les deux et que c'était quand même dangereux aussi pour moi. Et mes parents et mon entourage me le répétaient assez. Et j'ai jamais ressenti ce besoin vital d'aller me mettre sur les planches parce que je savais que je me mettais en danger pour ma carrière. Et tu sais comme moi que ça peut être aussi précaire. Donc non, franchement, évidemment que là maintenant, si mon corps me le permet, si j'ai pas trop d'arthrose et de prothèses qui à venir, je vais adorer. Tu vas reprendre ta carrière. De ski ? Ouais. Chasse-neige avec les gosses. Hein, on va pas prendre trop de risques, mais oui, j'adorerais évidemment me refaire quelques pistes et transmettre à mes enfants, évidemment. Ouais, ça s'oublie pas le ski, c'est comme le vélo. Non, comme le vélo, ça. Ouais. Quand tu vas à Lannemezan, c'est quand même un lycée, c'est même le lycée Michelet. Ouais, c'est le lycée qui a accueilli plein d'anciens joueurs et tout, parce que c'est quand même un vivier de grands noms du rugby français, Lannemezan. C'est là où finalement ça se développe, c'est quand même dans ce lycée. Oui, dans ce lycée, surtout au CAL, au Cercle Amical Lannemezanais, où je t'avais dit au début j'avais ma licence à Saint-Lary. Comme on n'était pas assez pour jouer, on faisait équipe avec Lannemezan. Et après, pendant mes années lycée, j'étais licencié à Lannemezan, et on avait le lycée qui était en face du stade, donc c'était quand même pas très grand, hein, c'est pas une mégalopole Lannemezan, donc on avait tout un petit peu là, c'était notre petit village, et on sortait des cours le vendredi, on allait s'entraîner, il y avait quelque chose aussi de très agréable, puisque les copains du lycée étaient aussi les copains du rugby. Mais il y avait des noms que tu as retrouvés en pro ? De ma génération au lycée, non. Non. Parce que Cyril Bay est de Lannemezan aussi, non ? Ouais, mais il n'était pas au lycée, je pense qu'il était déjà à Toulouse, pour l'espoir Jolimont, un truc comme ça, mais on ne s'est jamais croisé. Vous n'êtes jamais croisé, mais vous êtes de Lannemezan, du plateau. Le bac en poche, tu vas à Biarritz. Ouais, à l'Aviron. Tu fais quel bac d'ailleurs, toi ? T'es plutôt bac littéraire ou... économique et social. Ah ouais, d'accord. Bon, je savais pas pourquoi j'étais là. C'est quand t'es jeune, tu tires la pièce. Bon, littéraire, vous savez que non. Ouais. Et scientifique, ça aurait pu le faire, mais bon. Oui, il fallait travailler. Il fallait un peu bosser. Ouais. Et donc, tu pars à Biarritz ? Je pars à l'Aviron Bayonnais au rugby et je décide, je voulais faire kiné. Kiné, ça m'attirait un peu et je sais qu'il y a une école d'ostéopathie qui se monte à Biarritz justement. Donc l'Aviron m'appelle au rugby. On est deux à partir avec mon grand copain Bastien Dutu, qui était à Lannemezan aussi, et lui qui était déjà au Pôle à Bayonne, donc il connaissait. Et donc on se met en colloque là-bas les deux, et donc voilà, moi j'intègre l'Aviron Bayonnais, mais en simple joueur, hein, pas de centre de formation, rien. Et en parallèle, je fais mon école d'ostéopathie, du coup, donc à Biarritz, et là commence ma première émancipation loin de mes bases. Et donc voilà, j'aime bien dire que Bayonne m'a fait grandir, m'a ouvert l'esprit. J'ai rencontré du monde, forcément d'une autre culture qui est quand même très marquée là-bas. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur que voilà, moi j'étais focus dans ma vallée, je pensais qu'il n'y avait que les montagnes qui existaient, que le ski, que j'étais un peu enfermé, donc ça m'a vraiment ouvert. Ouais. Voilà, et coup de cœur. Tu as découvert donc l'océan. Ouais. Et aussi tu avais une voiture, je crois, non ? Ouais. Cette époque-là, qu'est-ce qu'elle avait cette voiture ? Ouais. Mais permis en poche, j'ai récupéré la 205 rouge de ma grand-mère. Ouais. Qui d'ailleurs, à chaque fois que quand j'allais la voir avec sa 205, elle était plus contente de voir sa 205 que moi, c'était pas une blague. Elle sortait pour embrasser sa voiture, et moi je passais en second plan, pour te dire quoi, l'amour qu'elle avait. Mais j'ai récupéré cette 205 que j'ai eu pendant toutes mes années bayonnaises.
Et j'ai eu elle était rouge pétard, si tu veux. Donc elle faisait penser à une Ferrari. Et je me suis dit, mais pourquoi pas commander quelques autocollants. Et donc j'ai mis les chevaux Ferrari emblématiques à l'avant, à l'arrière, hein, sur les côtés, tout ça. Donc à Bayonne, tout le monde l'appelait la Ferrari. Et donc ce qui était drôle, c'est que quand on partait, par exemple, on allait manger toujours au restaurant universitaire, si tu veux, à Bayonne, au centre-ville, pas loin des remparts. Et du coup, nous, on partait de Biarritz avec ma voiture, chargée comme des mules, parce qu'on faisait du covoiturage. On pensait à l'écologie à l'époque. La voiture était comme ça, la 205. Moi, Le devant. cheval cabré, du coup. Voilà. Et si tu veux, j'avais tout le temps des potes du rugby qui nous voyaient passer. Donc à chaque fois, c'était ils se levaient. Oh la Ferrari! Et moi, je klaxonnais comme un âne à la bagnole comme ça. Donc, c'était un peu le rituel et tout le monde l'avait un peu. La reconnaissance de cette bagnole, quoi. D'autant qu'en plus, je crois qu'en espoir, on fait plutôt une bonne saison. Enfin, tu connais un titre, non? Ouais, en Réchelle. En Réchelle. Réchelle, on est champion de France. Et d'ailleurs, ouais, la Ferrari était au cœur du bouclier Des célébrations. quand on a festoyé. Et d'ailleurs, on est monté sur le toit, on a une photo et le bouclier. Et donc, c'est là que j'ai mis le toit de ma 205 en hamac, un peu. Voilà. Forcément, j'étais un peu à l'étroit après dessous. Ouais, le bouclier en Réchelle, ça fait partie c'est pareil, c'est les bons souvenirs de cette période-là. Ouais. Là, la carrière s'achevant, fait partie, tu le places où? Mais à l'heure actuelle, malheureusement, c'est quand même encore mon seul titre que je le revoir. donc forcément, on l'oublie pas. Mais forcément, oui, donc, quand tu es jeune comme ça, c'est là où tu tisses des amitiés fortes. Voilà, j'ai encore des très très bons copains avec qui j'étais champion de France Réchelle, que je vois souvent, qui font partie même pour certains de ma famille, puisqu'ils sont parrains de mes enfants. Donc oui, c'est des très très bons souvenirs parce que tu es innocent, parce que tu as un groupe de copains, parce que tu gagnes, parce que tu fais la fête, t'as pas trop de soucis à te faire par rapport à tout ce qu'il peut y avoir après dans la vie quand tu grandis. Donc c'est des très très bons moments. Ouais. Qui était dans cette équipe et qui a ensuite émergé? On avait une belle génération. Là. On avait des Charles Olivon, des Anthony Triard, des Christophe Loustalo, des Mathieu Hugalde. On avait des Fuster, on avait qui c'est qui a réussi aussi? Non, on avait quand même quelques jolis noms assez ronflants. Peut-être que j'en oublie, je m'excuse. Ah oui. D'accord, mais en tout cas, une génération qui a beaucoup qui ont passé le cap. Ouais. Ensuite, ton trajet te mène à Perpignan. Ouais. Voilà, parce que après les Basques, tu as envie de découvrir les Catalans. C'est Ouais. ton ouverture d'esprit. Voilà, j'avais envie de découvrir Rouski. J'en avais marre de la Shoah. Non, je quitte Bayonne après 4 ans. Mon diplôme d'ostéopathie en poche. Et en fait, je voulais, pardon? Brillamment. Oui, au la main. Ouais. Clope au bec, peinard. Non, mais après, c'est mes parents qui ont toujours voulu, et à raison, me faire continuer les études, parce que même si c'était mon rêve de devenir un sportif pro, ils m'ont dit non, il faut que tu aies un filet, quelque chose qui te sécurise, et je les en remercie, parce que forcément, c'est quand même plus confortable d'avancer comme ça. Mais donc j'avais mon diplôme d'ostéopathie, mais comme je t'avais dit tout à l'heure, je voulais faire kiné avant. Sauf que j'ai pris le problème à l'envers, parce que de kiné à ostéo, t'as des ponts, mais de ostéo à kiné, t'en as pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Bibi? C'est farci les 4 années d'études, 3 années d'études d'ostéo, et il allait se farcir les 4 années d'études de kiné. Et en fait, je savais que j'étais à la période un peu charnière, parce que je voulais quand même pas lâcher le rugby. J'avais 20 ans, 21 ans, et à l'époque, les esports, c'était à 22-23 ans, et je savais que l'équipe espoir de l'USAP avait un partenariat avec l'école de kiné de Gérone, en Espagne. Et donc je me suis proposé. Ils m'ont pris en espoir à Perpignan. Et donc j'ai intégré cette école de kiné aussi à Gérone. Donc je faisais les allers-retours, on s'entraînait le matin, et je faisais les allers-retours de 15h à 22h. C'était les cours en Espagne, toujours avec ma 205 rouge, à la Bourlinguet. Ouais. Donc toujours avec les plein autocollants, guidon, toujours les autocollants. Ouais. Donc la Catalogne a découvert aussi la Ferrari. D'accord. Et donc c'était fatigant, mais au moins j'ai toujours aimé ça aussi, avoir ce côté, pas que rugby, quoi, avoir ma sphère rugby que j'adorais évidemment, mais aussi d'autres personnes qui n'avaient rien à voir, et ça me faisait du bien aussi à la tête. Le problème, c'est que tu découvres à Gérone que les cours sont en catalan. Ouais. Les cours en catalan, j'avais quelques mots d'espagnol, quelques notions, catalan rien à voir. Donc là, tu prends ta pagaie, t'es comme ça. Et forcément, c'était un peu compliqué, mais comme il y avait beaucoup de Français quand même dans mon cas, on se serrait les coudes, on traduisait les cours, et sur les partiels, on essayait de faire comme on peut. Ce qui nous sauvait, c'est que c'était les QCM, qu'on n'avait pas rédigé déjà. D'accord. Donc comme c'était un peu transparent, on s'aidait un peu, il y a eu
quelques magouilles, hein. Il faut essayer de s'en sortir. Mais on s'en est sorti et du coup j'ai fait 2 ans sur 4. Et la deuxième année à Perpignan où je bascule, malheureusement l'USAP descend en Pro D2. Et il garde quelques jeunes espoirs dont je faisais partie. Et c'est là que l'année d'après, je commence un peu à jouer en pro, après quelques péripéties. Mais je commence quand même à jouer en pro. Et là, et à ce moment-là, je fais quelques matchs et l'Union Bordeaux-Bègles m'appelle, en la personne de Laurent Marty. J'étais encore une fois, on y revient dans ma 205. Et comme à l'époque, on faisait beaucoup de canulars, en appelant les mecs, en faisant croire qu'ils s'étaient appelés à droite à gauche, moi le premier. J'ai cru que c'était une connerie. Et vous pouvez en parler encore avec Laurent, on en rigole souvent. Mais sur le coup, j'ai pas cru, quoi. Le premier appel, j'ai pas pris au sérieux. J'étais ouais, bien sûr et tout. Je répondais n'importe quoi. Et puis avec le recul, je me suis dit putain, mais attends, s'il faut, c'est peut-être pas une connerie. Je commence à sonder 2-3 mecs dans le vestiaire, dont Mathieu Belli, qui était mon mentor de conneries à l'époque, de rugby, mais de conneries aussi. Il me dit non, je te jure que c'est pas moi et tout. Donc là, je me dis, bon, mais je rappelle, et j'étais obligé de m'excuser et de présenter, de dire à Laurent, mais écoutez, on se connaissait pas, on s'est jamais vu. Laurent, je crois que c'était un canular, je suis désolé. Donc il devait se dire, qu'est-ce que c'est ce pingouin que j'ai appelé là? Mais au final, écoute, on est parti sur ces bases-là, mais Ouais, des bonnes bases. et donc l'ostéopathie, du coup, ta carrière là aussi, c'est un peu arrêté ou tu as quand même continué? On a bossé 6 mois avec un copain à domicile à Bayonne. Et la kiné, du coup. Donc, tu es ostéopathe, mais tu n'es pas kiné. Non, ouais, je suis demi-kiné. Parce que j'ai fait 2 ans sur 4. Tu peux soigner qu'une jambe. Ouais, ça va. D'accord. Donc, ouais, j'avais bossé un peu à domicile, mais après, pour être honnête, depuis 10 ans, à part ma femme, j'ai touché personne en ostéo. Oui, a priori, ça ne sera pas ça ta reconversion. Je pense pas. J'aime bien, j'ai toujours été attiré par ça, mais je suis pas passionné. Et en plus, l'ostéo, le fait d'être en billabi avec le patient, il y a quand même un côté un peu sérieux, il n'y a pas trop d'interaction qui me correspond pas trop, qui pouvait me correspondre en tant que kiné quand tu as du monde dans un milieu sportif et tout ça. Mais je pense pas que l'ostéo, je pense pas poser ma plaque d'ostéo à Bègles demain. Non. Depuis 2015 à l'UBB, tu arrives là, bon, différentes étapes du club. Est-ce que toi, tu te qualifies comme un leader dans cette équipe? De l'UBB? Ouais. Ouais, c'est toujours un peu prétentieux, moi je trouve, de dire je suis un leader, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Je pense que je fais partie maintenant des plus anciens, donc peut-être que naturellement j'ai ce côté-là. Je l'ai jamais trop été volontairement sur le côté rugby parce que j'avais cette image un peu plutôt de fanfaron, de fédérateur, de mec jovial. Donc j'ai toujours préféré ne pas mélanger les deux. Maintenant, avec l'âge, j'arrive mieux à jongler, si tu veux, entre les deux, mais on a quand même des leaders assez forts sur le plan rugby, à l'image de Max Lucu, de Mathieu Jalibert, de Jeff Poirot. Donc j'ai jamais voulu forcément prendre ce leadership-là, quand ils me demandaient, évidemment. Mais je le fais plus, je pense, naturellement au quotidien, ou quand les mecs sont dans le dur. Voilà, j'ai plus ce côté-là, plus que de m'imposer, en fait, sur... T'as un côté un peu leader de vie, quoi. Ouais, je pense un peu plus. Je me sens plus à l'aise là-dedans, disons, que plus sur le rugby. Et ça compte, un leader de vie dans une équipe? Je pense. Après, c'est peut-être pas à moi à répondre à cette question, mais... Non, mais avec le recul, par rapport aux différentes expériences que tu as eues aux effectifs, malgré tout, c'est des gens qui créent du lien, et on va dire, c'est pas forcément sur la partie technique ou le terrain même, ouais, bien sûr. Mais ça compte. Ouais, ça compte. Et je pense qu'il faut de tout, et il en faut aussi. Il en faut, évidemment, que j'ai pas été le seul, mais peut-être, oui, un leader de vie, je pense que je l'ai été, j'aimais bien, mais que tout le monde se sente bien, que les joueurs qui arrivent ici, très vite s'intègrent. Je crois que si tu es content, si tu es bien dans tes pompes, si tu te sens bien dans une équipe, ça se retranscrit forcément sur le terrain. Que ce soit, voilà, on a toujours veillé à ça, que ce soit les joueurs français ou étrangers, qui est quand même toujours une belle osmose. Et tu vois, le marqueur qui me fait dire que je pense qu'on a bien réussi, évidemment on n'a pas de titre, et ce que j'espère rapidement, mais on a bien réussi là-dessus, si tu veux, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont passés par l'UBB et qui avaient fait d'autres clubs, alors que nous on a toujours connu que celui-là, tu vois, entre guillemets, qui nous ont dit, vous vous rendez pas compte, l'ambiance et les liens que vous avez entre vous, c'est fou, quoi. C'est fou, et il y en a pas mal qui nous l'ont dit, donc on se dit peut-être que c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier à l'UBB, mais en tout cas c'est vrai que pour être honnête, et on le ressent profondément, pour y être depuis 10 ans,
Il n'y a jamais eu trop de verrues, on a toujours eu un groupe fort, on a traversé des tempêtes, mais le groupe est toujours resté soudé. Je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de l'entente entre les mecs qui est bien au-delà du collègue de travail, quoi. Je pense qu'on est vraiment potes, quoi. Alors, ça fait un peu cliché de le dire, mais je pense que ça se vérifie ici, quoi. Est-ce que ça veut dire que ça passe par des rendez-vous hors entraînement, entre vous, des trucs que vous organisez, qui sont récurrents, qui sont installés, ou c'est spontané? Il y a du spontané, forcément, et après c'est vrai que quand tu te vois à côté en dehors du rugby, et je parle pas que des bringues, hein, mais tu vois que tu fais des repas, tu fais des activités, tu passes du bon temps ensemble. Nous on fait souvent aussi tu vois, des activités avec la famille, toujours en début de saison, pour connaître voilà, la femme de l'un, les enfants. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'on crée, une certaine proximité, complicité qui très vite forge un groupe et qui te fait te transcender les uns pour les autres sur le terrain. Donc ça, j'ai toujours cru, et je pense que dans un sport collectif, c'est ultra important. Je sais que Toulouse, ils faisaient le repas des 3/4, enfin une fois par semaine et tout. Vous, c'est pas instauré comme ça? Nous, on a des règles de vie, on change chaque année, mais cette année, c'est des palais où on met le mec qui respecte pas les règles. Et bien, au bout de 3 amendes, il a un palais, et en bas des palais, tu as des gages. Donc on a aussi ces repas. Pour un 3/4, si j'y tombe, je dois organiser un repas que pour les amants. Et c'est moi on va dans le resto de mon choix, et tu les sers, tu es là pour eux, quoi. Donc c'est un peu le bisu, mais ça fait quand même. C'est toujours assez sympa, si tu veux, de faire des choses comme ça. Inversement avec les avants, on a plein de gages comme ça aussi. On doit faire des crêpes pour le premier étage, tu vois, essayer de vraiment d'englober tout le monde, que l'UBB soit une vraie famille, d'essayer de tous se connaître. Je pense que ça fait partie aussi de l'ADN du club en dehors du terrain, quoi. Ouais. Donc les facéties, entre guillemets, ce que tu postes et tout ça, ça a aussi un sens dans la vie de votre groupe, quoi. Quand tu fais la voiture avec Radradra, il y avait Alexandre aussi, je crois, au mat. C'était ma femme. C'était magnifique. Mais tu peux la raconter celle-là, mais c'est vrai qu'elle est. Ça naît comment là, l'idée? C'est un pari, c'est quoi? Non, c'est simplement. C'est quoi déjà? Parce que moi C'est simplement moi et ma connerie. J'ai toujours aimé être un peu décalé, ne pas rentrer dans les stéréotypes. Souvent, au début de carrière, on m'a dit non, attention, ça peut te desservir, mais ça a été toujours plus fort que moi. Et j'ai toujours voulu garder cette personnalité. Après, c'est sûr que quand t'es mauvais, mais forcément, si tu fais le con à côté, on te tape facilement dessus. Mais ça m'a toujours servi un petit peu de motivation aussi, et de montrer qu'on pouvait faire des choses à côté et être parfois performant sur le terrain. Mais par exemple, sur un cas comme ça que tu parles de la voiture, c'était simplement mon sponsor. Et je voulais pas faire quelque chose comme tout le monde faisait, ou serrer la pince devant la concession. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser, pour que ça fasse un peu de bruit aussi, parce que c'est le but, et d'avoir ce côté décalé. Donc j'ai eu l'idée de présenter ma super bagnole de l'époque avec Alexandre Roumat en femme, et mes 3 gosses derrière. 3 gosses qui bouffaient bien la cantine, hein, 3 poupous. Il y avait donc Semir Radradra, Penny Ravaille, 140 bars. 2 Fidjiens. Voilà, et au milieu j'avais mon 3e gosse, je sais pas, des fois c'est l'erreur de la nature, Jean-Baptiste Dubier, voilà, le fil de pêche au milieu. Et du coup je pouvais pas mettre 3 poupous à l'arrière, donc il était un peu à l'étroit. Mais du coup voilà, et les 3 en pyjama, donc c'était fou parce que tu vas faire ça à un Semir Radradra qui est fidjien, mais en même temps je trouve ça tellement beau et sympa, et comme tu dis, ça rajoute aussi de la connivence entre nous, du lien. Parce qu'il adorait au final faire aussi ses conneries, même si c'était Semir Radradra un peu l'icône du rugby à ce moment-là, quoi. Donc on s'est poilé à le faire. Voilà, on leur fait des conneries, les Kinder Pigui, les Filou Tubes, et à l'arrière j'avais mis Santi Cordero, international argentin, qui faisait le chien, quoi. Mais du coup tout ça pour présenter l'habitacle interne. On avait fait une sorte de mini-reportage, et franchement, c'est des choses qui restent aussi au-delà du rugby, des victoires. Mais quand on se revoit, on prend plaisir, toujours content de se revoir et de reparler de ça, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien faire aussi, de faire participer tout le monde, de tous les âges, mais aussi de toutes les nations, quoi. Et quand j'arrive à embarquer un peu tout le monde dans la connerie et que ça marche, mais forcément ça me plaît, et je pense que c'est bénéfique pour le collectif. Mais bon, après, voilà, Ça dit aussi qu'être pro, c'est s'amuser quand même. Ben, je pense, dans la vie en général, quoi.
on va pas faire de la philosophie, mais que ce soit dans tous les corps de métier. Moi, je pars du principe que si tu t'entends bien, si tu arrives à créer quelque chose avec ton équipe, si ton boss il est sympa, tu as toujours envie de t'envoyer bien plus, d'être plus productif parce que tu as créé du lien social et que voilà, je trouve que c'est donnant-donnant. Si tu es un connard, toi, tu vas pas vouloir te filer pour moi, quoi. Donc il y a ce côté-là aussi, je trouve que dans le sport de haut niveau, comme dans la vie, dans tous les corps de métier, il faut avoir une belle ambiance pour être performant, je pense. Ouais, et puis s'amuser aussi, c'est créer des aventures humaines. Quand Radradra il donne ton nom ou ton prénom à un de ses enfants, c'est quand même un signe assez dingue, parce que pour un Fidjien, déjà vivre en France, et c'est un hommage incroyable. Ouais, incroyable. Ça fera partie des moments assez touchants de ma carrière en dehors du rugby, quoi. Je me souviens, il me l'avait annoncé, on était en stage, et je le croyais pas. Et Nance, il venait de naître, j'ai appelé mon fils Nance. Moi, j'étais arrêté conneries, tout ça, machin. Et donc, il avait demandé à sa femme l'acte de naissance. Et effectivement, il y avait des prénoms fidjiens, mais il y avait Nance Radradra. Putain, là, franchement, la moutarde m'est montée, ça m'a pris, quoi. Je me dis, putain, c'est incroyable. Et il m'avait dit cette phrase qui était magnifique, et j'ai toujours en tête. Il m'a dit, Nance, j'adore mon passage à Bordeaux, je sais pas combien de temps j'y passerai. Mais en tout cas, pour moi, tu représentes Bordeaux. Mon fils est né à Bordeaux, donc je me devais de l'appeler Nance. Et donc du coup, quand on te dit ça, forcément ça va droit au cœur, ça fait plaisir. Et on avait ce lien-là avec Semi, même si je parlais pas fidjien, il parlait pas trop français. Le langage des signes, de l'amour, de l'affection, du câlin. Et on se comprenait tout le temps. Et même avec Jean-Baptiste Dubier, on allait manger chez lui, il nous faisait ses plats typiques avec sa femme fidjienne. Tu sais, c'est des moments incroyables, et je pense qu'il n'y a que le rugby pour nouer des liens comme ça, quoi. Donc c'était, franchement, c'était génial. Et c'est le rugby d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que souvent on parle du professionnalisme et tout, mais ce mélange des nationalités il est absolument dingue. Tu as les Géorgiens, les Fidjiens, c'est des cultures quand même qui sont vraiment différentes. C'est pas seulement un Anglais et un Français, quoi. Ça va plus loin que ça, quoi. Mais c'est ça je trouve qui fait la beauté du rugby, parce que je parle du rugby parce que j'y suis dedans, mais c'est ultra riche, quoi, comme tu dis. C'est-à-dire que chacun vient d'horizons différents. Tu prends un Fidjien, un Australien, un Anglais, un Français, un Géorgien, tu fais ça, Thermomix, et il faut que tu sortes une équipe et être performant. Comment tu fais avec tout ça pour être aligné sur les mêmes objectifs et avoir envie de combattre ensemble. Donc c'est ça qui est magnifique aussi, et ce que ça tâche à faire tous les managers, mais je pense aussi que ça vient aussi de nous. Et c'est pour ça que dans le groupe, c'est important de vite se souder, de vite partager des choses en commun. Donc Radradra, là, tu le croises autour... il est où, là, maintenant, à Lyon? Là, il est à Lyon, ouais. Et donc, voilà. Ben ouais, comme si on s'était jamais quitté. Tu demandes des nouvelles de Nance. On s'est quitté, là, ouais. Et bon, déjà, tu aurais vu le poupou que c'était, mon parent. Il me montrait des photos déjà qu'il était là à 3 mois, t'as l'impression qu'il passait déjà le permis. Il est solide, mais vraiment. Mais du coup, ouais, je me disais... ça serait drôle que plus tard, quand je sois vieux, que Nance Radradra soit aussi bon que le père, ce que je lui souhaite, et que moi je sois là sur mon canapé et ma bière, putain, mais regarde, que je sois fier de dire, putain, Nance Radradra, Fidjien, improbable. Mon père, la Coupe du Monde. Et quand j'avais dit à mon père que Semi avait appelé son fils Nance, il m'a dit au téléphone, putain, et tu vois, je pensais pas que ce prénom irait aussi loin, tu vois. Non, mais même lui était ému, quoi. Il était surpris, mais ému, quoi. D'ailleurs, d'où il vient ton prénom? Parce qu'il n'est pas commun. Il est provençal. D'accord. Il est provençal, et pour la petite anecdote, il y avait une mauvaise série qui était sortie sur TF1 qui s'appelait Nance le Berger. D'accord. Et qui avait très vite arrêté, je pense. mais du coup, mon père étant fan de montagne, il a toujours vécu à Saint-Lary notamment. Je pense qu'après un petit apéro Génépi et ma mère, ils se sont dit, allez, on va l'appeler Nance le fiston. Et puis on y va comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'en rigole, mais j'aime beaucoup mon prénom. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que je me suis rendu compte qu'il était un peu original très jeune, et que ce qui a fait que j'ai aussi cette personnalité peut-être un peu atypique. Donc je suis très content de mon prénom, et je remercie mes parents. Je pensais pas qu'on allait chialer dans un 2-3 trio. 1-2 trio, attention. 1-2 trio, pardon. Voilà. Singularité donc de ce prénom, mais singularité aussi de celui qui le porte. Ça c'est important. Tiens, je voulais faire un petit questionnaire avec toi.
Allez, Voilà. on y repart. On y repart. Un petit questionnaire secret de vestiaire de l'UBB, bien sûr. Ouais. Le plus maniaque dans le vestiaire. Mais putain, cette année, on en a pas trop. Hein. On n'a pas trop, c'est souvent un peu le... Mais je dirais quand même Mamad Diaby. D'accord. Mamad Diaby, c'est toujours quand même, il part, c'est toujours rangé, propre. Il a un côté aussi un peu hypochondriaque qui est très drôle. C'est-à-dire qu'il va te serrer la main à 2-3 mecs, très vite, solution hydroalcoolique. S'il pouvait la boire, il le ferait. Le plus bordélique. Pour n'en pas douter, Damien Penaud. D'accord. Ah, lui, par contre, à chaque fois qu'il part, c'est un chantier, il a de tout partout. Puis alors, il part à la fleur au fusil. Hein. Le plus anxieux avant les matchs. Honnêtement, ça transpire pas. Non, pas anxieux, mais le plus concentré, je dirais Jeff Poirot, qui est souvent dans sa bulle, bon forcément, parce qu'il est à la pointe du combat, donc il peut pas trop... mais ouais, très concentré dans le match. Le plus cool avant les matchs. Le plus cool, mais avec cette nouvelle génération, on en a pas mal. Hein. Damien, Louis Belbarré, mais je dirais Nico de Porter, qui devait en sortir un. Le mec, 22 piges, ça joue devant 32 000 personnes, ça sifflote, ça te fait des blagues dans le tunnel au Chabar, juste avant de rentrer, très décontracté, très Détaché. Ouais, très détaché d'événements, quoi. Enfin, moi je me souviens mes premiers matchs à Perpignan, je dormais pas de la nuit, je me chiais sur les tendons, quoi. Très à l'aise et franchement, mais par contre dès qu'ils mettent un pied sur le terrain, c'est là où ils sont forts aussi, c'est que ça switch et ils deviennent compétiteurs, mais jusqu'au coup d'envoi, c'est quand même très cool. Le meilleur joueur de cartes. Meilleur joueur de cartes, ça va lui faire plaisir, allez. Je veux dire Louis Bielbiarré. Même si c'est pas rien, des fois il fait des erreurs assez grossières, mais il est encore en formation. Il faut l'encourager. Ouais. Le plus long à sortir du vestiaire après le match. Maxime Lucu. Maxime Lucu, toujours le dernier, puis il prend beaucoup de temps avec les supporters, c'est quelqu'un de très généreux. Souvent il est en conférence de presse, mais après il aime bien traîner aussi dans les douches, Puis se toucher un peu la truite et se coiffer, bien sûr. Ça prend du temps. La gomina, le peigne. Je vais te dire, on passe du temps. Le meilleur ambianceur DJ. Je dirais Big Ben Tamifuna. Ouais, il a souvent la grosse caisse musicale et c'est lui qui envoie du bois. Le meilleur ambianceur chanteur. Chanteur, ouais, on en a pas mal. Alors on est très mauvais, on va pas se cacher, mais Romain Laterrade, Bastien Taillefer, Cyril Cazot, moi-même je me mets dans le groupe. On aime bien pousser la chansonnette quand on peut. Des chansons souvent en plus pyrénéennes ou un peu qu'on aime bien chanter, de Nada aussi, tu vois. Donc on est les premiers parfois à allumer la mèche. Bien sûr. Le meilleur danseur. Le meilleur danseur, je dirais Pierre Beauchaton. Très très bon danseur. Un bout de bois le mec. Le meilleur en soirée déguisée. Ouh là on a des clients aussi. On a des clients, mais si je devais en sortir un, Paul Abadi. Paul Abadi, tout simplement parce que ça me fait penser à ça, parce que une des dernières soirées qu'on a fait, on avait le thème EHPAD, qui était fabuleux. Et du coup on est tous arrivés habillés, mais en vieux et en vieille. Et Paul Abadi, c'était incroyable. Il était méconnaissable, il avait poussé vraiment le truc très loin. Et c'était splendide. C'était splendide, il était en vieille dame, vraiment génial. Donc je dirais Paul. Bon, et puis je suis obligé de poser cette question. Le meilleur imitateur. Meilleur imitateur, ouais, je pense que je tiens la corde. Parce Voilà. que j'aime bien imiter quand même quelques personnages. T'en as des nouveaux là? J'en ai nouveau, j'ai du Greg Patate, j'ai du Jacques Brunel, j'ai du Jacques Chirac, enfin, un petit peu de tout, quoi, pêle-mêle. Et Greg Patate, ça donne quoi? Ben, Greg, si tu veux, il a la voix un peu comme ça, qui part en couille, hein. C'est toujours bizarre, tu vois. Et comme je l'ai connu à Perpignan, comme faisait un truc, c'est tout le temps. Ah, parfait! Ah, sœur, tu vas bien plaquer, hein, tu vois. Un peu comme ça, quoi, très musical, ça monte, ça descend. Et ça me faisait penser un peu au Bram du Cerf, tu vois, que j'allais écouter avec mon père quand j'étais jeune. Ah! Et Jacques Brunel que tu as eu ici à l'UBB? Ouais, Jacques, c'était plus comme ça, tu vois, un peu plus. Il parlait dans sa moustache, quoi, tu sais. Là, viens me voir, là. Arrête un peu de faire le con, hein, s'il te plaît. Hein, parce qu'après, sur le terrain, bon. Hein, plus comme ça, quoi. Que j'embrasse d'ailleurs. Mais
Justement, faire le con, tu disais, parfois on t'en a dissuadé ça pouvait te faire du tort. On te l'a reproché, par exemple, on a fait un truc avec Benjamin Kaiser pendant le confinement, où tu as imité Christophe Furios, ça avait fait quand même quelques vues. Et est-ce que ça, au bout d'un moment, ça t'a joué des tours? On n'a jamais parlé depuis... Non, après c'était pendant le confinement, donc c'était quand même une période où on jouait pas. Ou pas trop, si je me souviens bien. Et non, parce qu'à l'époque, même Christophe Furios, quand c'était sorti, cet épisode-là, c'était le premier à m'avoir écrit Nance, j'ai vu ton passage, très drôle, mais fais attention quand même, tu vois. Tu peux prendre une pancarte à tout moment, mais ça restait bon enfant. Donc même le principal intéressé, tu vois, on n'avait pas tenu rigueur. Alors ouais, déjà, je voulais pas me faire chier, parce que j'arrivais pas non plus à imiter 1, 2 ou 3 mecs. Ah, et puis moi je me suis dit, je vais me mettre en première ligne, quoi, tu vois. Parce que non, j'étais un bon tableur, hein. J'étais féroce, j'étais agressif, et puis j'avais des mecs, j'étais technique. Alors, je pense que j'ai joué talonneur, mais tu pouvais me mettre à gauche et à droite, c'était la même, quoi. Honnêtement, je t'aurais amené tout le tracteur, quoi, tout la remorque, quoi. On aurait roulé sur pas mal de monde, hein. Là, franchement. Et jamais, me casse pas les couilles, écoute-moi. Je rigole, mais je peux te dire qu'avec une première année comme ça, tu aurais pu voyager en France et bien plus loin. Hein. C'est toujours pareil, après quand tu fais des choses à côté, mais que entre guillemets t'assures sur le terrain, ce qui n'a pas toujours été mon cas, ça c'est vrai, mais on peut rien te dire non plus, tu vois, c'est que comme quelqu'un qui travaille ou qui va faire un autre sport, ou parce que ça lui fait du bien de faire ça, parce que c'est lui, parce qu'on peut pas aller trop contre nature. Donc je pense pas que ça m'ait desservi. Franchement, honnêtement, je pense pas que ça m'ait desservi moi sur mes performances, tu vois ce que je veux dire. Au contraire, je pense qu'à des moments, ça m'a un peu plus me dire bon ben là t'as fait le con, attention, il va falloir assurer sur le terrain, quoi. Alors ça marche pas à tous les coups. La dernière en date, ça a pas forcément très bien marché avec l'annonce de carrière. Et je voulais montrer sur le terrain, après avoir une semaine un peu médiatique, un peu chargée, que je voulais prouver. Bon, mais je suis passé à côté, donc forcément, ben là, il faut assumer, et tu fais le dos rond, tu la fermes un peu, et puis t'attends que ça passe. Hein. Parce que forcément, par certains gaziers, ben, tu te fais plus facilement assaisonner en disant tiens, il est meilleur à faire ça que sur le terrain. Mais bon, je savais à quoi m'attendre, et ça m'a jamais... voilà, moi je suis quelqu'un d'entier, d'authentique, je voulais pas jouer un rôle ou rentrer dans des cases, je suis comme ça, et je suis très bien dans mes pompes malgré tout. Ouais, les coéquipiers, ça n'a jamais posé de problème, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être studieux, scolaires, organisés. Ouais, après avant les matchs, je respecte quand même. Je vais pas chercher les mecs pour faire les cons, moi aussi j'ai quand même besoin d'avoir cette petite bulle pour switcher et basculer, donc je pense pas, et on m'en a jamais fait remonter qu'avant les matchs j'étais perturbant. Ah ouais. Après je sais parfois à qui je le fais, les petits regards, les petites blagues, parce qu'il y a des mecs qui sont un peu comme moi, qui en ont besoin aussi. Chacun se prépare différemment, mais j'ai jamais été emmerdé un mec qui était dans sa bulle, tu vois, et qui avait besoin justement lui de sérieux, quoi. C'est quoi le moment le plus décalé justement comme ça, dans un moment où le groupe se concentre et tu as ce petit regard là? C'est toujours avec JB et Dubié ou... Il y avait Hugo, il y en a eu pas mal dans ma carrière. Mais JB aussi aimait bien être dans sa bulle quand même. Mais il y a toujours des petits regards bien sûr malicieux sur des choses qui se passent. Voilà. Et je pense que ça fait du bien aussi de pas trop pomper d'énergie, me semble, avant les matchs. Mais j'ai rien qui me vient en tête, mais voilà, il y a souvent des mecs avec qui tu as ce petit regard coquin. En 10 ans, là, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu es arrivé à l'UBB, donc on va dire où tu as connu le top 14, et aujourd'hui, là, 2025, où tu vas arrêter? Ben, clairement, déjà, l'évolution du club, que ce soit déjà sur les infrastructures. Moi, je suis arrivé, on avait des chapiteaux, on faisait la muscu, on avait des poubelles où on se mettait les jambes dans le froid, on faisait la vidéo, la salle de vie, enfin, c'était quand même assez amateur. On avait les vestiaires sous les tribunes encore de Moga, donc tu vois tout ça quand même, tu vois aujourd'hui dans l'enceinte dans laquelle on est, ce centre de performance ultra confort, donc je pense que le président et le club a mis les moyens de ses ambitions, et c'est en ça aussi que tu vois que ça progresse, également sur le recrutement sportif. Mais sur le niveau du jeu, toi, sur je sais pas, sur la densité physique ou la dimension physique, etc. T'as vu un changement toi, entre 2015 et 2025 ? En 2015, c'était déjà quand même assez péchu, j'ai envie de dire, au niveau d'intensité des matchs de top 14.
Après, c'est sûr que sur l'exigence, moi je trouve en semaine, au quotidien, pour justement aller toucher ce haut niveau, là c'est là que j'ai vu qu'on avait changé de braquet, quoi. On avait changé de braquet, que c'était de plus en plus exigeant, mais aussi dur. Alors peut-être que c'est l'âge avançant aussi qui fait ça, mais c'est vrai qu'on est beaucoup mieux entouré, on est beaucoup mieux préparé. Il y a plus de gens dans le staff à notre disposition. On va chercher d'autres compétences aussi à droite à gauche, au-delà du rugby, des nutritionnistes, des prépas mentaux, toutes ces petites choses-là qui gravitent autour de l'équipe pour faire monter la performance, pour aller vers les sommets. Cette somme de petits détails, moi je suis arrivé, on n'avait pas ça, quoi. Donc c'est en ça que j'ai vu que l'évolution du club, mais pas forcément sur le jeu, où quand même en 2015 il y avait quand même un très bon niveau, des très bons joueurs. Mais peut-être qu'on est un peu mieux préparé aussi à l'heure actuelle. Bon, le terrain, ça apporte des émotions, on en a parlé. Là, tu parlais tout à l'heure de ton essai à Clermont et de tout ce que tu partages humainement. Qu'est-ce qui va te manquer le plus là, quand tu ne vas plus être dans le groupe? Clairement, je pense, c'est les mecs. Les mecs, le vestiaire, les relations qu'on parlait tout à l'heure, qu'on peut avoir de chacun, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est quand même chanceux, on fait un métier passion, on est tous les jours entre guillemets entre copains. Évidemment, il y a beaucoup de sérieux sur le terrain, mais en dehors de ça, on a quand même une très belle vie, malgré que quand tu es blessé, c'est quand même moins drôle. Mais je me rends compte de la chance qu'on a, donc tout ça, forcément, ça me manquera, parce que c'est quand même c'est extraordinaire de vivre ça au quotidien. Il n'y a pas une journée où on ne se marre pas. Donc ça, c'est génial. Ce qui me manquera moins, c'est ces entraînements en short par 2 degrés le matin, où tu fais des rucks, tu prends des mecs de 140 kg dans la gueule. Ça, tu vois, honnêtement, quand t'en es à bout, et bon, ça c'est pas ce qui me manquera le plus, mais en même temps c'est ce qui fait aussi le charme du rugby. Mais je te dis ça, après voilà, tous les matchs, évidemment toute l'adrénaline des matchs et la joie que peut procurer par exemple une victoire en équipe, ça c'est fabuleux. Et tu vois là, j'ai 33 ans, je sortais d'une blessure de 10 mois au quadriceps, j'ai repris au Stade Français début 2025. On gagne là-bas, mais j'étais comme un cadet qui venait de faire son premier match. J'étais trop heureux, et ces émotions-là, ça vaut toutes les galères que tu as pu avoir pendant 10 mois. Donc forcément, ce côté-là, c'est ce qui manquera le plus. Johan Huget, que j'ai interviewé aussi, qui en a d'ailleurs écrit un livre là, sur sa carrière, disait que ce qui avait été un moment dur, c'était la sortie du groupe WhatsApp. Le seul de tout compte qu'il avait reçu, et la sortie du groupe WhatsApp, groupe équipe, groupe leader, groupe machin. Johan Huget a quitté le groupe, a été retiré. Ouais. C'est violent ça peut-être. Ouais. Et je sais pas, mais j'y suis pas passé encore. Ouais. Mais peut-être si on refait une interview dans 6 mois, je te dirais c'est terrible. Ouais. Donc, mais tu vas rester proche de l'équipe, tu te projettes comment là? Pour l'après, ouais. Je suis en pleine transition, je suis un peu à la croisée des chemins. Je sais ce que j'ai envie de faire. J'aimerais garder effectivement un pied à l'UBB, on en a déjà parlé avec Laurent sur certaines missions, mais à côté de ça, voilà, je l'ai jamais caché, et toi tu es le premier à le savoir, il y a ce milieu aussi un peu audiovisuel, théâtral, cinéma, radio qui m'attire, mais c'est un milieu que je connais pas, donc je me dois d'être humble et d'apprendre et d'appréhender un peu tout ça. Donc je vais voir un peu où je vais me diriger, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, bien plus qu'ostéo d'ailleurs. Mais toujours voilà, avec j'espère cette décontraction et ce sérieux sans se prendre au sérieux, et toujours dans le côté un peu passion, quoi. Passion parce que déjà je sais ce qui m'anime pour l'après, c'est déjà, je trouve, très important. Quand tu finis une carrière de rugby et que tu sais pas ce que tu veux faire derrière, c'est déjà compliqué. Moi, je pense que j'en suis certain, c'est ça qui me plaît. Donc, comme un objectif rugby, je mettrai tout en œuvre pour essayer de l'atteindre. Donc j'ai envie de tendre vers ça, mais j'ai envie aussi d'avoir un pied à l'UBB. En fait, j'ai envie de plein de choses. Il va falloir que je fasse des choix, c'est sûr. Entraîner, t'as envie? Non, ça non, par contre. Et pourquoi? Parce que t'es pas le premier, hein. Tous, il y a... Tu vois, Antoine Dupont, que j'ai interviewé pour Sud Radio, m'avait dit ça aussi. Non, surtout pas. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est un ressenti de chacun. Il y en a qui sont faits pour ça, qui ont envie de poursuivre là-dedans. Moi, j'ai pas envie de me replonger dans ce côté-là du rugby où tu as la pression des résultats, où il faut que tu manages des mecs.
Je me dis si je dois manager des mecs comme moi ou d'autres, avec tous les égos, les caractères, les personnalités de chacun, c'est un métier formidable mais qui prend du jus. Et moi j'ai quand même envie d'être un peu plus, entre guillemets, un peu plus léger, d'avoir un bon équilibre de vie entre mon côté pro, mon côté familial, mes à côté, aussi loisirs, hobbies. Voilà, j'aimerais avoir un confort de vie un peu plus apaisé, parce que quand tu fais des métiers comme ça, il te faut quand même les avoir bien accrochés, comme on dit. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, des différents managers, on va dire, de Perpignan jusqu'à aujourd'hui du bébé? Tu en as eu combien? J'en ai eu pas mal. Il y en a pas mal valsé déjà à l'UBB, ouais. Quelques zones de turbulence. Et après, non, Perpignan et UBB, c'est vrai qu'on en a eu pas mal. Hein. Je retiens aussi que c'est précaire, un peu comme nous les joueurs. Et que c'est les premiers responsables, que c'est quand même dur à faire prendre une mayonnaise. Mais si je dois prendre quelque chose de ces expériences-là de manager que j'ai pu croiser, déjà, même si t'es pas très bon, déjà si t'es entier, droit, juste et que t'aimes tes joueurs, je trouve que ça c'est quand même le socle de base d'un bon manager. C'est quoi être droit et juste pour un manager? C'est dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. D'aller voir les joueurs, de faire jouer les meilleurs, d'expliquer pourquoi tu joues pas, ce sur quoi tu dois travailler, d'être clair avec tout le monde, de pas faire de zèle avec les stars et par contre taper sur un peu les coiffeurs, j'ai envie de dire, ou tu vois. Tout le monde au même pied d'égalité, tu sais sur quel pied danser et je trouve que c'est dur parce que je pense que ça prend du temps et qu'ils ont aussi d'autres choses à penser. Mais déjà si tu as ça, je trouve que c'est plaisant pour tout le monde et qu'on ne t'en voudra jamais. Parce que même si tu joues pas, des fois tu peux trouver injuste, mais si tu te dis pourquoi et qu'il y a meilleur que toi qui joue, mais tu as juste à l'accepter, à travailler pour essayer de prendre la place de l'autre. Donc quand c'est objectif, je trouve que c'est très bien pour tout le groupe. Et c'est pas pour lui illustrer le fusil, mais je pense que Yannick est en ce sens un des meilleurs managers que j'ai vu parce qu'il a toutes ces qualités-là et je pense que c'est la personne idoine pour l'UBB et l'avenir. Ouais. Ça veut dire qu'il faut toujours communiquer, ça ne veut pas dire parler à tous les joueurs tout le temps, mais en tout cas avoir des points de passage importants comme ça. Ouais, parce qu'une saison c'est long, tu vois, on est 40 mecs, mais tu te dis putain, en début de saison, on te dit mais on est beaucoup trop, et au final, à chaque fois, on a des périodes où on est toujours à poil sur des postes, tu as besoin de tout le monde en fait, donc il faut, même sur des périodes où 3, 4, 5 matchs où un mec joue pas, où il n'est pas trop en confiance, il est moins bon. Mais je trouve que c'est quand même très important de le prendre, de montrer que le manager le considère encore, de lui dire bon mais écoute, on voit que tu es moins bien, lâche pas, on va peut-être te redonner ta chance là, tu sais que ça et ça c'est tes points forts, ça et ça c'est tes points faibles, travaille-le, mais tu es avec nous, tu fais partie du groupe, ok. Bon mais tu te sens quand même considéré et tu as envie d'apporter à l'équipe. Tandis que si tu bosses qu'avec les leaders, les joueurs un peu stars, que tu délaisses un peu les mecs qui jouent moins, ou les mecs qui sont un peu introvertis, je trouve que c'est pas bénéfique et tu le payes à un moment ou à un autre parce que de ces mecs-là, tu en auras quand même besoin à un moment donné, quoi. Et c'est pas quand il y a des pétés, tu vas dire oh putain, mais c'est vrai qu'on a lui, tiens, viens voir et tu vas jouer. Et le mec, comment tu veux qu'il fasse un bon match, il n'a jamais été considéré de l'année. Donc c'est là que je trouve que c'est très important, de garder quand même tout le monde concerné. Je dis pas que c'est facile, mais je trouve que ça fait partie d'un des gros travaux de travail de manager. Est-ce que toi, en tant que coéquipier, tu as un rôle? Par exemple, Mathieu Jalibert est rentré en novembre, il n'y a pas trop un gros moral avec l'équipe de France. Est-ce que toi, tu as un rôle pour lui remonter le moral? Ou c'est que l'entraîneur de club? Non, je pense qu'on a, à partir du moment où t'as un joueur déjà que tu apprécies et qui est dans le groupe et que tu le vois pas très bien pour une raison X ou Y, ça peut être aussi des soucis familiaux, des soucis à côté, je crois que naturellement, on le fait et je le fais aussi naturellement. Donc Mathieu, c'est un pote, je sais, on se connaît bien, je sais par quoi il passe, et parfois quand il est moins bien, forcément, je le prends, on va se faire un petit resto, mais sans lui parler de rugby, quoi, juste changer les idées, juste être là et voilà, essayer de passer du bon temps. Après, voilà, tu prends Mathieu Jalibert en exemple, c'est quelqu'un qui aime très fort mentalement. Et évidemment qu'il est humain, donc forcément parfois ça peut toucher. Donc on a aussi ce rôle-là, peut-être hein, les anciens,
de veiller à ce que tout le monde soit bien. Petit questionnaire sur la qualité pour être un pro. Voilà, rugby et qualité, j'appelle ça. La qualité première pour être sportif de haut niveau. Un peu de talent quand même, qualité première, et après de la rigueur et quand même fort mentalement. Une des qualités que les autres peuvent t'envier. Clairement mon agressivité dans les rucks. Une qualité que tu aimerais emprunter à un partenaire. La vitesse de pointe de Cyril Cazot. Un adversaire de qualité que tu préférais avoir à tes côtés. Un adversaire de qualité que je dirais Semir Adarva, c'était pas mal de l'avoir dans son camp. Mais sinon un joueur que j'admire beaucoup et qui est à mon poste et que je trouve très bon, c'est Thomas Ramos. Qu'est-ce qu'il a de bon? Je connais rien moi. Tu connais que là? Ouais. Dans du coin chanté, genre de Union Bordeaux-Bègles. Non mais c'est parce que tu me parles d'adversaire, évidemment qu'on en est très bon ici, mais il a cette vista que j'adore, ce côté très compétiteur, leader naturel, techniquement très doué et il tente des choses incroyables que j'adore quoi. C'est un joueur qui a des gaufres comme on dit et alors des fois ça passe pas mais très souvent ça réussit et je trouve que c'est un joueur qui pue le rugby, j'aime bien. Ouais, je me souviens d'une passe en retrait au pied en quart de Champions Cup il y a 2 ans contre les Sharks là où il avait fait une passe en retrait comme un footeux. Ouais. Mais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sans contrôle il arrive sur un ballon en troisième rideau, il y a les mecs qui montent sans contrôler, il la reprend en demi-volée, enfin en volée comme ça et ça part devant. Enfin, des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont efficaces en plus d'être spectaculaires. Une star internationale de qualité qui serait digne de te remplacer à l'UBB. Pas beaucoup. Une star, je dirais je dirais Will Jordan. Et encore. Il faut qu'il s'accroche le gamin. Il faut qu'il soit bon en dehors du terrain aussi. Oh, putain. Il faut qu'il en fasse Là, il a du boulot. Ça va lui peser lourd le costume. Bon, on n'oublie pas bien sûr de liker, de s'abonner, de partager, de commenter. Voilà, cette interview avec Nance Ducoing. Tiens, j'enchaîne avec un autre questionnaire sur la retraite. La retraite. Pour toi, la retraite de rêve. La retraite sportive ou la retraite à 60 barreaux? La retraite pas de la rêve. même. T'as envie une première retraite. Ouais, donc sportive. Ouais. La retraite de rêve, je te l'ai dit, c'est d'aller vers ce que j'aime et me régaler et forcément d'être payé un max quoi. Palm Springs, Nice, Île Maurice, Malaga, Courchevel, quelle destination pour vivre ta retraite? C'est sportive aussi? À la retraite? Non, franchement, je n'en ai pas forcément, mais on en parlait en off. Je suis très bien ici. Pour moi, c'est un très bel endroit où je me sens très bien. Les alentours aussi, avec le bassin d'Arcachon notamment. Mais il manque un peu de soleil, quoi. Donc évidemment, si on pouvait prendre un petit peu plus de vitamine D sur la courge, ça m'arrangerait ici. Mais en tout cas, je suis très bien là. Pour moi, c'est. Le rugbyman dans la retraite te fait envie? À l'image de Vincent Moscato. Je pense que ce qu'il a créé, c'est magnifique. Je pense qu'il se régale avec ses potes dans tout ce qu'il fait. Donc tout ce qu'il a entrepris, c'est quelque chose qui est quand même assez inspirant. Et non, franchement, c'est respectable. Ouais. Le rugby fait des vilains vieux, t'es d'accord? Oh putain, oui. À qui tu ne veux pas ressembler? Waouh, je dirais, comme ça, je sais pas pourquoi, le premier qui vient, à Loulou Picamol. que j'adore par-dessus tout, mon mammouth, attention, parce que j'ai pas envie qu'il m'attrape après, mais je l'ai revu il y a pas longtemps, là, les chevilles, mon pauvre, comme des ballons de baudruche, ça tianque, tu vois, il a pas 40 ans, c'est quand même un peu rouillé, il m'a dit que le matin c'était quand même assez dur, donc j'espère pas prendre le même chemin. La reconversion réussie d'un de tes anciens coéquipiers qui peut peut-être t'inspirer? De mes anciens coéquipiers, je veux dire Rémi Lamera. Rémi Lamera, qui est un grand copain, qui lui, pareil, était passionné par le milieu du vin, qui n'a pas hésité à mettre tous les moyens pour vivre de sa deuxième passion, et il a monté quelque chose de formidable, ça marche plutôt bien. Évidemment, c'est du boulot, c'est fatigant, mais il se régale, et franchement, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, et que je prends plaisir toujours à voir, et qui je pense, a réussi sa reconversion. La reconversion d'ancien que tu connais, qui est pour toi la plus inattendue?
La plus inattendue. Alors, ça me vient comme ça, je suis obligé de le dire comme ça, mais mon grand copain, Jean-Baptiste Dubier, je savais qu'il a fait des choses dans la prépa physique, je savais qu'il aimait bien entraîner, tout ça, machin. Et donc, il a repris cette cellule de recrutement des jeunes. Donc, quelque part, c'est pas surprenant parce que c'est quelqu'un qui, au-delà de faire le con, est quand même brillant, attention. Et, mais si tu veux, on en parlait aussi tout à l'heure, du fait que moi je sois encore joueur et lui qui soit passé de l'autre côté de la barrière, je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à m'y faire quand je le vois dans le couloir, avec ses petites lunettes, son petit ordinateur, tu sais, toujours bien habillé avec son petit polo, tout ça. Je passe, j'ai du mal. Hein. Même, tu vois, ça fait quand même 6-7 mois. J'ai du mal, donc ce côté un peu surprenant de voir ses copains avec qui on a toujours joué basculer, devenir un peu... dans la vie active un peu bureaucratique, on va dire. Bon, je sais que tu as dit que tu voulais pas entraîner, mais imaginons que tu deviennes entraîneur. Ouais. En quel entraîneur tu te verrais te reconvertir? L'entraîneur existant dans lequel je me verrais Je pense Vincent Etcheto. Alors, je l'ai pas connu, parce qu'il est parti l'année où j'arrive. C'est lui qui me recrute, mais il part. Mais on s'est déjà croisés évidemment en dehors. Et beaucoup de monde nous ont dit qu'on avait quand même quelques atomes crochus. Et je sais pertinemment, lui, sa vision du rugby et comment il aime faire jouer ses équipes. Et je pense que je serai aussi comme ça et aussi dans la relation avec les joueurs. Ouais. Bon, il y a quand même la vie. Ce que tu fais, par exemple, la 3e degré, là, ce qui est écrit, c'est voilà, ça fait partie de tes... On le voit bien, oui. On le voit. Non, je vais zoom, mais sinon, n'hésite pas. Ça fait partie des activités sérieuses que tu fais en dehors qui te nourrissent, entre guillemets? Ben ouais, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé faire autre chose que du rugby. J'aime bien aller voir plein d'autres choses. Je suis quand même assez curieux. Et 3e degré, ben voilà, j'ai monté cette marque et on parlait tout à l'heure du côté un peu plus sombre et obscur quand tu es blessé, mais ça fait partie des choses qui, entre guillemets, me font penser à autre chose, me font découvrir aussi l'à côté, pas que le rugby, parce que tu peux vite broyer du noir et partir en dépression, et ça, voilà, ça fait partie des choses que j'ai entrepris et que voilà, qui me font du bien, toujours le 3e degré, évidemment, toujours un peu dans mon identité, mais en tout cas, voilà, ça te forge, ça te fait rencontrer du monde, ça t'apprend aussi à créer une société, à rencontrer un designer, à voir un peu comment marchent les rouages de l'entrepreneuriat. Et je trouve que dans une optique d'après-carrière, je trouve que c'est important aussi de pouvoir avoir ça comme corde à son arc, parce que quand ça s'arrête, mais c'est un saut dans le vide. Donc j'ai essayé en tout cas, et ça m'a préoccupé assez vite de me projeter vers l'après au cas où tout s'arrête, quoi. Ça te fait peur, le saut dans le vide? Non. Non, parce que, comme je te dis, je sais ce que j'ai envie de faire. Mais après, voilà, je pense qu'il faut y passer, c'est quand même une petite mort, tout le monde le dit, donc on verra comment je réagis, mais si la transition se fait... Et tu as besoin d'être accompagné pour ça? Tu vas prendre par exemple un psy ou un coach mental? Non, c'est pas prévu, pour l'instant ça va. Ok. Est-ce qu'il y a une association que tu soutiens et que tu voudrais mettre en avant? Pas forcément, après je suis juste ambassadeur de Rugby Tots, c'est du rugby, de l'éveil de la motricité pour les tout petits de 1 an à 3 ans et voilà, je suis ambassadeur de cette petite association et je trouve très sympa parce qu'au moins voilà, le gamin s'amuse avec des petits ballons en mousse et c'est de l'éveil. De l'éveil, voilà. Ouais. Rugby Tots, donc. Ouais. Est-ce que tu as un livre que tu lis, que tu relis, qui t'a marqué? Un livre, non, j'aime bien lire un peu de tout, notamment avec maintenant le numérique, on est quand même souvent le nez là-dedans. Mais j'ai lu une citation il n'y a pas longtemps que j'aime bien, de Jean d'Ormesson. Attention, je fais un petit audiophile. je vais essayer de te la ressortir approximativement, mais je trouve que ça résume bien. Il dit en gros, qu'on est... Attends. J'ai noté quand même. J'ai le droit à une petite pompe. L'anti-sèche? Bah l'anti-sèche, ouais. Tu veux qu'on la refasse, ça fait genre, je la connais par cœur. T'as 1 minute. Ouais, tac. Où c'est que je me la suis noté? Non, parce qu'en vrai, j'aime beaucoup. Il dit, après tout, nous n'avons que quelques années à passer dans ce mystère qu'est la vie.
Donc autant l'éclairer avec un peu de passion, de beauté et d'amusement. Et je trouve que dans cette phrase, il a tout résumé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pourquoi on est là, parce que c'est vrai, on ne sait pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, mais en tout cas, on y est et autant se faire plaisir, autant en profiter, autant dans tout ce qu'on fait, le faire avec envie et panache, de s'entourer des gens qu'on aime et tout simplement, j'allais dire, d'être heureux. Donc je finis par une phrase un peu bateau et banale, mais je crois que c'est ça l'essence de la vie, non, François? Qu'est-ce que t'en penses? Mais je partage totalement. Voilà, merci Nance. Merci à Jeannot d'Ormesson du coup pour cette citation. Merci d'avoir été notre invité dans One Two Trio, voilà. Bien sûr, j'espère que là c'est pas coupé, mais je suis dans 0 minute. Mais en tout cas, merci Nance. Merci à toi de m'avoir reçu, toujours un plaisir. Allez, Adi Schatz. à bientôt. One, two, trio.